Bonjour, salam alaikum. Chère audience, très content d'être des vôtres ce matin pour clore ce colloque. Comme dit l'adage, tout est bien qui finit bien. Et aujourd'hui, je suis vraiment honoré, très heureux de pouvoir modérer et discuter avec mon cher collègue, ami et alter ego, c'est Mkhtar. Et pour moi, un peu difficile donc de présenter ces Mkhtar. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis en train de le faire, donc de m'impliquer cet exercice. C'est Mkhtar Mouhal, donc je l'ai connu depuis plus de 10 ans maintenant. Il est professeur de l'enseignement supérieur, enseignant-chercheur ici même, dans cette faculté des lettres et des sciences humaines à Agadir. Il est aussi, depuis, je pense, 3 ans, 4 ans, directeur depuis 2018. Donc ça fait déjà 6 ans. Hein, donc directeur du laboratoire de recherche sur les langues et la communication, l'Arlanco, un laboratoire qui s'est vu labellisé en sa présence, sous son égide. C'est dire justement le travail qui a été effectué par M. Mkhtar El Mouhal. Bien sûr, à son effectif, plusieurs travaux. Il est un peu difficile pour moi donc de tous les énumérer. Plusieurs articles, plusieurs ouvrages très dynamiques avec beaucoup de partenariats, aussi bien avec le monde francophone et aussi le monde anglophone. Peut-être là le signe d'une transition, n'est-ce pas, d'une frontière franchie. Hein. Peut-être on est dans la transe, justement, transe sans eux, hein, pour l'instant, transe sans eux, pour l'instant. Donc, c'est Mkhtar Mouhal, c'est vraiment un esprit très ouvert, très éclectique. Et aujourd'hui, à l'image justement de son titre, que je vais essayer justement de lire avec beaucoup de précaution, il va essayer de repenser ou de revisiter avec nous les concepts fondamentaux des sciences humaines et sociales. Partie justement d'un constat très simple, c'est qu'aujourd'hui, dans le domaine des sciences humaines et sociales notamment, il est question notamment dans le domaine de la recherche, il part du constat que peut-être avec le foisonnement, l'abondance et la profusion de l'information, il est vraiment urgent de réinterroger les concepts, de les revisiter et de savoir exactement de quoi on parle. Donc sans trop tarder, donc, le titre choisi pour cette conférence de clôture, c'est Translittératie, organologie du savoir, fonctionnomie, entropie, et j'en passe, donc les 3 points de suspension, les nouvelles niches de la recherche en sciences humaines et sociales. Chers amis, chers collègues, c'est à vous la parole, donc je vous donne 30-35 minutes, comme vous l'avez souhaité. Merci. Merci, cher ami. Cher alter ego, effectivement, ça c'est un mot de passe. Tu l'as divulgué maintenant. Je suis ravi, bien évidemment, que tu sois à mes côtés. Ça rassure. Et en même temps, ça me rappelle toujours un peu les échanges qu'on a souvent, soit en binôme, soit aussi avec les collègues du Larlanco autour de questions à la fois de recherche et aussi donc des questions d'engagement de manière générale. Alors, je vais d'abord peut-être rappeler le pourquoi de ce titre, parce qu'il a quand même plusieurs raisons. D'abord, parce que la thématique du colloque, comme vous le voyez, s'inscrit dans un esprit d'interdisciplinarité, premièrement. Deuxièmement, parce que aussi il y a un constat depuis quelques années à travers les discussions qu'on a au sein du laboratoire Larlanco depuis déjà quelques années, je peux dire 6 ans à peu près ou 7 ans même, on commençait à se poser les questions à la fois d'être bien sûr à l'affût de sujets, de problématiques pertinentes, mais en même temps, ça veut dire donc tout en évitant évidemment les travers du présentisme, mais en même temps quand même rester
avec un esprit d'ancrage disciplinaire, parce que c'est ça qui, quand même, définit un peu l'université, ou bien l'universitaire ne peut, si vous voulez, donc aborder les questions, quelle que soit leur nature, qu'avec la mobilisation de la connaissance, du savoir, donc de l'épistémologie, avec aussi tout le protocole qui lui revient de droit. Et donc ces deux aspects font que je me suis dit peut-être à la fin de ce colloque, alors que je ne savais pas de toute façon que la conférence allait être programmée à la fin, proposer, si vous voulez, donc une espèce de balise. C'est pas vraiment un titre qui est cohérent, bien au contraire, c'est un titre galère, je vous le dis dès le départ. D'ailleurs, mes collègues, ils ont attendu presque 48 heures pour que je leur livre. Je dis bien un livre, la patate chaude. Ils m'ont cru. Mais bon. Et c'est justement, si vous voulez, un titre qui marque à la fois le cheminement d'un itinéraire universitaire depuis quelques années, celui de l'université, certes, mais aussi celui des universitaires, et dont je me réclame évidemment avec modestie. Parce qu'on se retrouve quand même bousculés, tous, à moins ceux qui soient dans le déni, auquel cas il faut voir un psy, qu'on est quand même bousculé par beaucoup de, si vous voulez, d'effets disruptifs, à tel point qu'on risque, si ce n'est déjà fait, de perdre la boussole et même l'identité finalement d'un universitaire. Parce que je me rappelle très bien l'engouement pour la communication, et bien tout le monde se met à travailler sur la communication, alors qu'à la base, on est peut-être littéraire ou bien on est linguiste, ce qui n'est pas forcément, si vous voulez, un tort que je porte à ce choix, mais on oublie quand même à quel point ce protocole, ou bien, si vous voulez, donc le protocole effectivement scientifique veut quand même qu'on reste associé à cette obligation disciplinaire. Et donc, voilà, j'aborde ici la question du numérique, justement, ou bien des technologies, pour rester dans une appellation commune, pour marquer à la fois l'éruption, je dis bien l'éruption, de ces technologies dans notre univers à la fois social, privé, si vous voulez, et en même temps aussi universitaire, parce que à un moment donné, on s'est mis à composer avec un environnement technologique dans un premier temps. Et petit à petit, on est un peu embobiné par tout un discours, par des objets, par beaucoup de choses qui ont fait que, si vous voulez, on est plus un peu parti sur la pratique, et on a oublié quand même que notre, si vous voulez, notre élément fondamental qui garantit notre souveraineté, c'est quand même le savoir, c'est la raison. La raison. Et de prime abord, comme ça, pour aussi marquer à la fois l'urgence et l'importance, la priorité d'accorder quand même à ces technologies le même traitement qu'on accorde par ailleurs au reste des disciplines, ça veut dire donc les croiser avec le savoir, la connaissance, l'épistémologie, la méthodologie, bref, tout ce qui définit l'université, surtout dans le domaine donc des sciences humaines et sociales, parce qu'ils ont quand même leur place. Et je pense même qu'ils ont une place fondamentale, parce que c'est quand même grâce aux sciences humaines et sociales qu'on affecte du sens. Que ces technologies qui sont dans un défi exponentiel par rapport à la technologie elle-même, si vous voulez, il y a une espèce de perte de sens, parce qu'il y a une espèce de défiance, on est dans un rythme accéléré, et du coup, donc, à chaque fois, on cherche toujours la nouvelle version. D'ailleurs, un peu et ça pose un problème en termes, si vous voulez, donc, pour les universitaires, parce que les technologies, c'est en même temps un outil de travail, c'est devenu un outil de travail, mais c'est aussi un outil de réflexion, de pensée. Et si vous voulez, comme nous allons le voir, des
des auteurs qui font autorité aujourd'hui, comme Milad Douayi, qui a écrit beaucoup de livres dans ce domaine-là. Le premier, c'est la conversion numérique, et après, pour un humanisme numérique, etc., qui questionne finalement l'utilisation donc, des technologies, hein, dans le versant évidemment culturel, lettré et socio-professionnel. Alors, je m'inscris, si vous voulez, modestement, parce que j'aimerais aussi avoir une proximité avec vous, en suivant un peu, si vous voulez, donc l'évolution avec ces technologies. Donc, je suis littéraire de formation, j'ai fait mon cursus universitaire ici même à la faculté des lettres, donc au département de langue et littérature française. Donc, et la littérature, si vous voulez, une fois que début ou bien fin des années 90, si vous voulez, au moment où j'ai déposé la thèse, j'ai utilisé pour la première fois un ordinateur pour rédiger la thèse. Je me retrouve avec un objet qui m'a servi certainement à rédiger la thèse, mais en même temps, tout ce qui est dedans, si vous voulez, devient un objet aussi. Parce qu'on s'interroge de plus en plus de comment on doit se comporter justement en tant que chercheur en littérature avec l'émergence, l'éruption, comme j'ai dit, de ces technologies qui deviennent incontournables au point, si vous voulez, donc d'obnubiler un peu, si vous voulez, à la fois les littéraires eux-mêmes en termes de production, en termes d'écriture, en termes de lecture. Et d'ailleurs, c'est pourquoi des auteurs, comme j'ai dit, comme Divine Afra ou bien comme Milad Douayi parlent justement du savoir lire et savoir écrire numérique. Tout d'un coup, si vous voulez, on associe quand même la compétence d'écriture et la compétence de lecture au savoir. C'est quelque chose qui rassure. À la technicité émergente, comme j'ai dit, qui fait éruption, petit à petit, il y a un esprit universitaire qui commence un peu à s'imprégner de ces pratiques, et on a donc petit à petit aussi la réflexion qui prend le dessus sur l'action. Alors, qu'est-ce qui reste justement de cette littérature, ou bien je dirais, pour être plus fidèle au cursus, à la critique littéraire? Eh bien, c'est tout, si vous voulez, l'apport de la critique littéraire, c'est-à-dire l'apport de la pensée critique. C'est le questionnement, c'est l'interrogation, c'est la mobilisation des outils d'analyse, c'est la posture scientifique, c'est le protocole. Ça veut dire finalement, à ce niveau-là, il n'y a rien qui change, si ce n'est évidemment le corpus. Je me rappelle encore des lectures que j'avais faites sur le plan même de la production littéraire. Tout le monde sait Jules Verne et la science-fiction. C'est de la littérature qui se base sur l'expérimentation pour développer une autre manière de faire de la fiction. Même le réalisme, c'est un effort d'abstraction qui présente une représentation de la réalité. Je ne parlerai pas de la poésie. Et encore un peu plus proche de nous, si on lit par exemple Amour bilingue, et Kelito, hier on en a parlé dans une conférence, Amour bilingue, c'est de l'écriture virtuelle. Ce n'est pas un roman, c'est en même temps un récit, mais c'est aussi un récit qui se théorise en s'écrivant. À tel point qu'il n'y a pas de personnage dans le sens, si vous voulez, comme le dit Roland Barthes, un personnage de carton, mais c'est plutôt un personnage, si vous voulez, actif. C'est un réciteur, c'est le khatib. À tel point qu'on a ici une espèce d'augmentation de l'auteur. Et c'est du virtuel. Et comme on le sait très bien, le numérique se base beaucoup sur la virtualité parce qu'il dématérialise une réalité pour la recomposer dans un autre espace, si vous voulez, donc qui est toujours accessible. Dans la critique littéraire, je me retrouve aussi dans le même jargon parce que la notion, si vous voulez, donc du virtuel existe bien. Je me rappelle encore dans les années 80, Régine Robin avait publié un livre sur le cybersoi.
et en abordant des personnages cyborgs, c'est-à-dire des personnages qui sont mi-fictifs, mi-réels, et qui sont la prolongation de l'auteur, c'est-à-dire des auteurs qui se voient à travers toujours ces mécanismes de représentation fictionnelle dans des personnages qui leur ressemblent. C'est une espèce de prolongation. Et le protocole d'écriture, la littérature, crée justement, si vous voulez, un champ des possibles, c'est-à-dire un monde autre qui reflète finalement ce monde idéal de l'auteur et aussi donc de l'humanité, parce que la littérature, comme vous le savez, c'est une représentation d'un monde meilleur, ou bien une présentation d'un monde différent, pour bien sûr, si vous voulez, recomposer les éléments donc du cosmos à travers bien sûr des personnages, à travers des trames, à travers etc. Et qui sont, si vous voulez, donc ces univers littéraires qui peuvent donner une espèce de projection à la pensée humaine. C'est-à-dire, c'est toujours, souvent d'ailleurs, des romans qui marquent des mutations sur, si vous voulez, donc la compréhension du monde, le monde qui nous entoure. Des romans qui font aujourd'hui, si vous voulez, donc référence, et chacun a certainement des expériences là-dessus. Donc, Jean-Marie Schaeffer aussi a parlé dans son livre « Pourquoi la fiction ?» du dispositif, la mise en concurrence de deux dispositifs, dispositif fictionnel, dispositif virtuel. Il a commencé à expliquer comment on peut créer à travers un personnage, donc il a parlé de Lara Croft. Lara Croft, c'est un personnage de vidéo. Il donne la possibilité aux joueurs, aux utilisateurs, la possibilité d'être, de donner finalement une vie, Second Life, d'ailleurs on dit, pour avoir une projection dans un monde virtuel autre. Donc finalement, c'est heureusement, je dirais, parce qu'à un moment donné, on panique, parce qu'on se dit, mais finalement, une thèse de doctorat en littérature, en langue et en littérature civilisation française, à quoi ça va servir? Oui, ça vous permet certainement d'enseigner la poésie, heureusement, mais à un moment donné, comme j'ai dit, avec l'émergence, l'éruption des technologies, du formalisme, et aussi de plus en plus, on oublie un peu, si vous voulez, donc les disciplines, on se demande finalement si on n'est pas un ovni et qu'on risque peut-être de partir à la retraite avant l'âge. Donc, il y a, si vous voulez, dans la littérature, à la fois cette fusion et confusion, bien sûr sciemment, parce que c'est ça aussi la manière dont les auteurs interpellent les lecteurs. Ils les interpellent pour attirer leur attention, soit sur un devenir incertain, soit sur une manière d'advenir avec laquelle peut-être on n'arrivera pas à composer. Et le problème des technologies est justement cela. C'est pourquoi d'ailleurs, comme on va le voir tout à l'heure, Divina Frau parle du savoir devenir, le savoir devenir, parce que on ne devient pas, si vous voulez, d'une manière inconsciente, mais on peut devenir si on a justement un savoir. Aujourd'hui, on parle bien sûr de beaucoup de choses, de la résilience, on parle de l'identité socio-professionnelle chez Paul Ricoeur, etc., pour justement, si vous voulez, comprendre et aussi analyser ces mutations qui peuvent nous arriver chemin faisant. Et j'en cite d'autres, Roland Barthes par Roland Barthes, c'est un autoportrait où l'auteur, si vous voulez, à travers ce qu'il appelle des biographèmes, des souvenirs et des souvenances. La différence, c'est que le souvenir, on est dans l'anecdotique, c'est quelque chose que nous avons vécu. La souvenance, comme d'ailleurs le dit Gérard Genette, c'est la manière, c'est plutôt non, c'est la raison pour laquelle l'esprit retient un souvenir. Parce qu'on a pléthore de souvenirs, mais on n'en garde pas tous les souvenirs, on en garde quelques-uns. Et bien, le fait de garder quelques-uns, Gérard Genette appelle ça la souvenance. Et donc, c'est toutes les années, si vous voulez, 90-2000, c'est des années de bascule, mais avec un rythme exponentiel, avec aussi une déferlance d'un discours marketing, parce qu'il faut acheter, il faut être dans l'air du temps, il faut connaître, ou même pas connaître, il faut pratiquer,
il faut s'y mettre, il faut se former, il faut être comme tout le monde. Et tout le monde, donc, c'est un peu la ruée vers l'île Dorado. Et évidemment, on a, si vous voulez, donc, le capital action, le capital pratique, le capital du faire prend le dessus, hein, subrepticement, et on oublie quand même que, si vous voulez, on devient ce qu'on appelle aujourd'hui un digiton. Ça veut dire donc quelqu'un qui se sert du digital d'une manière exponentielle, sans qu'il y ait, pour autant une connaissance sur, si vous voulez, donc, ces pratiques. Et donc, il y a une espèce de surexposition médiatique, c'est-à-dire il y a une espèce d'inflation de médiatisation, et il y a un appauvrissement de médiation. C'est-à-dire on est dans la pratique, on n'est pas accompagné, hein, on n'a pas le temps de prendre aussi un peu conscience, si vous voulez, donc des limites, des atouts aussi de ces technologies, donc on s'en sert. Tout le monde a un compte en réseau social, tout le monde a un compte, ou bien doit avoir un compte, si vous voulez, donc boîte mail, etc. Donc on y est dedans. Hein. Et évidemment, les technologues ou bien si vous voulez, le modèle business des technologies fait en sorte de faciliter l'accès et l'utilisation de ces technologies pour qu'il n'y ait pas d'obstacle. Parce qu'il y va quand même de la survie de ce segment économique. Parce que plus on a d'utilisateurs, plus on vend et plus ça fait du chiffre. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et on nous refait le même coup et on y va aussi donc à l'intelligence artificielle. Et je vois déjà des sujets de thèse ou bien de mémoire de master, l'intelligence artificielle à l'école, le cas de Ben Sergao. Non, pas encore. Donc, on est dans le faire, ou bien dans l'inflation du faire, mais on n'est pas encore dans le savoir du faire. Je ne parle pas du savoir-faire, mais je fais une espèce de section. Je dessèque les deux pour avoir quand même présent à l'esprit la biance qu'il y a entre les deux. Parce que c'est le savoir qui affecte du sens. Parce que c'est la raison, d'ailleurs le savoir par la raison, qui permet finalement de donner du sens à ces technologies, et c'est le sens aussi qui permet de cadrer l'utilisation de ces technologies. La notion du temps, la notion de l'espace, la notion de l'action, si vous vous rappelez bien ces trois unités donc, des règles classiques qui sont aujourd'hui, on le dit bien sûr comme constat, qui sont déréglées, qui sont décloisonnées, mais ça se répercute quand même sur si vous voulez, sur le quotidien, sur la santé, beaucoup de choses. D'ailleurs que Divina Frau parle beaucoup de ça dans son livre Penser la société de l'écran, qui parle de la vulnérabilité donc, du public, jeune et moins jeune aussi. Hein. Il appelle d'ailleurs à l'éducation aux médias pour accompagner à la fois ces jeunes, mais aussi les parents, mais aussi les institutions. Parce qu'à un moment donné, il faut que, si vous voulez, le système scolaire, ce qu'il fait, ou bien ce qu'il sait faire, ou bien ce qu'il est censé savoir faire, c'est justement accompagner la société pour qu'elle puisse, si vous voulez, donc comprendre, connaître un peu le monde qui l'entoure. Et donc, Milad Douayi a fait le même constat. Déjà en 2011, il a dit que face au numérique, l'université a tardé de réagir. Alors, sans doute, comme je l'ai expliqué, on peut trouver les raisons parce que tout simplement, le travail universitaire ne va jamais ne suit pas des effets de mode ou bien des effets d'annonce. Il faut toujours, si vous voulez, de l'expérience, il faut toujours de l'expérimentation, il faut toujours, voilà. Donc, on a vécu d'ailleurs le problème de la pandémie au moment où le savoir n'a été incapable de comprendre, de connaître, on s'est renfermé chez nous, on attend. On attend que donc, le savoir nous éclaire. Eh bien, c'est exactement la même chose, sauf que peut-être ça a beaucoup tardé. Hein. Parce que ces technologies, ils se sont installées d'une manière assez importante dans les universités même, mais comme plus, si vous voulez, des outils de base de données, comme des outils de communication, comme même peut-être des outils d'opération complexes,
d'addition, de multiplication. Bref, il y a quand même, si vous voulez, une explication aussi à cela, parce qu'à partir des années 80, il y a ce qu'on appelle, ou bien 90, il y a ce qu'on appelle l'explosion de la bulle, la bulle du web, c'est-à-dire le passage justement de l'ère informatique à l'ère numérique. Vous savez, on est passé d'un mode à un autre. On peut dire que c'est comme si on dit, et c'est ça aussi le calendrier des technologies, c'est que ça va à un rythme très exponentiel. C'est comme si on dit on passe de l'ère, si vous voulez, donc de la pierre à celui du bronze, etc. Mais ça va, en quelques années, on passe vraiment, c'est ça le côté disruptif. Et donc, les années 90 a vu vraiment, si vous voulez, donc une expulsion de beaucoup de technologues, d'ingénieurs en informatique. Et c'était à ce moment-là que les universités commençaient à embaucher parce qu'ils en avaient besoin. Commençaient à embaucher un peu ces technologues, ces ingénieurs, pour qu'ils puissent travailler avec les professeurs, les chercheurs sur des contenus qu'ils enseignaient, avec évidemment la culture de l'imprimé, c'est-à-dire donc les supports qu'on sait, le tableau, donc le papier, l'oral, le face-à-face. Petit à petit, donc, il y a une espèce de migration de ces contenus, grâce quand même à ces ingénieurs qui travaillaient avec des géographes, qui travaillaient avec des mathématiciens, qui travaillaient avec des historiens. Et petit à petit, donc, ces contenus, c'est-à-dire l'écriture, prend des formats, ce qu'on appelle dans le domaine du numérique, des formes et des formats intégrés, c'est-à-dire on a l'écrit, l'audio et la vidéo. Et donc, ces contenus sont donnés justement, sont produits dans des supports qui sont à la fois, si vous voulez, donc modulables, dynamiques, interactifs. Donc, vous voyez, c'est ce que d'ailleurs laisse dire à Bernard Stiegler dans son livre Pour en finir avec la mécroissance, qu'à la base, le numérique se posait comme étant un modèle réticulaire, c'est-à-dire un modèle qui se base sur la contribution, sur la collaboration, la participation, la co-construction. Et petit à petit, donc, il y a ce modèle capitaliste qui cherche toujours évidemment à faire du profit. Bon, c'est un modèle, il faut le prendre comme il est. C'est un modèle consumériste, c'est-à-dire qui se base beaucoup, non pas sur la contribution, etc., mais plutôt sur la consommation. Aujourd'hui, on voit qu'il y a donc ce monde consumériste, capitaliste, qui a vraiment récupéré finalement le modèle réticulaire du numérique, à tel point que, comme vous l'avez vu certainement, le passage donc de Twitter à X, on est passé d'un modèle réticulaire à un modèle donc capitaliste, parce que si vous voulez avoir un espace ou bien un compte, il faut payer dorénavant. Donc petit à petit, on passe quand même, si vous voulez, dans une espèce de confusion, de fusion. On va parler justement tout à l'heure de ça. Donc il y a une espèce de, si vous voulez, des usages qui s'installent, des pratiques, essentiellement des pratiques, à tel point qu'on accorde peut-être un peu ce qu'on appelait à un moment donné les digital natives, c'est-à-dire donc ces générations qui sont nées dans l'ère du numérique ou bien des technologies, on leur a donné beaucoup de vertus, alors que malheureusement, il faut le savoir, c'est quand même un public très vulnérable, parce qu'ils peuvent surfer, et surfer, tout le monde sait surfer. Après, on tombe, on monte, mais encore faut-il à un moment donné s'arrêter de surfer et donc se poser et savoir pourquoi on surfe. Vous demandez si vous voulez, donc un praticien, vraiment un praticien, un jeune, et d'ailleurs ça c'est par expérience, de s'inscrire uniquement. Par exemple, pour la rentrée universitaire, il faut qu'il s'inscrive, il faut qu'il s'arrête, il faut le nom, prénom, l'âge, il ne sait pas faire. Pourquoi? Parce qu'il passe de la pratique numérique, on peut dire, à la compétence numérique. Et c'est ça vraiment le grand problème. Et c'est là aussi on va retrouver l'absence malheureusement du système scolaire, avec les différents niveaux, depuis le primaire jusqu'à collège, lycée, parce que c'est quand même par l'apprentissage qui nous permet de passer de l'état d'ignorance à l'état de connaissance, avec aussi une capitalisation derrière. Et la connaissance et le savoir, c'est ça. C'est quand, sur l'expérience de l'apprentissage, on capitalise et du coup, donc, on a une connaissance et petit à petit, on
capitalise derrière pour avoir justement une espèce donc de savoir. Après un savoir, il est pratique, il est itératif, il est spéculatif. Bref, on peut par la suite donc faire une typologie dans ce sens-là. Alors, comme j'ai dit, le problème des technologies, c'est qu'ils vous posent, ils vous proposent et vous imposent petit à petit, et on prend. Il y a d'ailleurs toujours dans le livre il faut pour en finir avec la méconnaissance, ou bien la croyance de la méconnaissance. Bernard Stiegler, il parle de le désir pulsionnel que permettent justement les technologies. Ça veut dire que plus on s'en sert et plus on devient addict. C'est comme si, par exemple, vous avez donc la bouteille devant vous. Alors j'explique peut-être juste parce que certainement mon propos n'est pas clair. Bernard Stiegler le dit mieux. Vous avez donc la bouteille devant vous, vous allez vous mettre à boire. Hein? Mais vous n'avez pas la bouteille devant vous, vous allez boire quand vous désirez de boire. Ça veut dire que c'est un besoin inhérent. Eh bien, les technologies, c'est exactement la même chose. Plus vous l'avez, et plus vous y allez. Plus vous y allez, plus vous perdez un peu cette souveraineté de la raison. Et c'est là où il y a justement le problème donc de la disruption. Les technologies se basent beaucoup sur la logique statistique. Ça veut dire c'est le calcul, uniquement. C'est des automatismes par, si vous voulez, donc l'algorithme, mais pas que l'algorithme, c'est peut-être la dernière technologie, et c'est ça aussi, donc, parmi les avancées exponentielles. Mais à un moment donné, on parlait des codes, des programmes, des logiciels, etc. Hein. Mais pour créer toujours des automatismes qui font qu'ils créent une dynamique, mais ce qu'il faut savoir, que cette dynamique ne peut être opérationnelle qu'avec le contact de l'humain. Retenez bien ça, c'est-à-dire qu'on a deux logiques. Une logique statistique combinée à la logique de la raison. Parce que l'humain a encore, et c'est ça qu'il doit préserver, donc la raison. Et ça me permet aussi de rappeler que Millet Douayi le dit dans son livre pour un humanisme numérique en 2011, il le rappelle du moins, en disant, non, c'est pas Millet Douayi, pardon, c'est Bernard Stiegler dans son livre La disruption, comment ne pas devenir fou. Il fait appel évidemment au philosophe qui parle de la folie, ça ne me revient pas. Non, pas Derrida, non. Michel Foucault, effectivement, Michel Foucault, exactement, oui. Et donc, il rappelle que l'humanité n'est pas à sa première disruption. Certes, la technologie nous pose aujourd'hui, donc, si vous voulez, une défiance, hein, parce que, voire même un défi, on n'a pas encore pris conscience de ce défi, hein, mais il faut savoir que déjà à l'époque d'Aristote, le passage de l'oralité, de la mémorisation, de la mémoire à l'écriture, c'est-à-dire donc on passe de la mémoire donc du cerveau à la mémoire de la main, ça aussi c'est un passage disruptif, hein, parce que à l'époque on n'a pas encore une maîtrise de l'écriture et tout le monde n'écrivait pas à l'époque. Aujourd'hui, pour nous, c'est quelque chose qui est tout à fait ordinaire, mais on est exactement, si vous voulez, dans la même situation. Ça veut dire que l'humanité, on est presque à sa quatrième, si vous voulez, c'est pourquoi d'ailleurs le livre de Millet Douayi pour un humanisme numérique, il dit que finalement, le passage de l'oral à l'écrit, le passage aussi donc à l'imprimerie, le passage aussi donc à la démocratie, etc., hein, fait que finalement l'humanité passe dans des moments de bascule. Hein, il faut donc un temps pour qu'il y ait une maîtrise de la connaissance qui va avec ces moments de bascule pour que, finalement, qu'on stabilise un peu la pratique et le savoir à un moment, donc, égal. Toutes ces questions, si vous voulez, en tant que littéraire dans un premier temps, et petit à petit, parce que j'ai fait par la suite
vu le souci que j'avais en 2005, je suis revenu quand même à l'université parce que j'y crois beaucoup. L'université a un rôle très important pour comprendre les phénomènes, pour aussi donc la posture, etc. Oui. Déjà 30 minutes. Moi, je croyais qu'il restait 30 minutes. Ça, c'est le temps de la technologie. Oui. Oui, voilà, donc je suis revenu à l'université pour voilà, donc à travers un cursus en sciences de l'éducation. Et je me suis retrouvé avec le numérique pour s'en servir, pour optimiser le rendement de l'apprentissage, bref, beaucoup de choses. Petit à petit, si vous voulez, donc le bagage de la critique littéraire avec aussi le bagage des pratiques médiatisées de l'apprentissage font que il y a donc ce créneau du numérique qui est devenu finalement aussi un objet de réflexion, un objet, si vous voulez, aussi un souci, pas seulement donc de réflexion, et grâce, si vous voulez, donc à des lectures tous azimuts, il faut bien le dire dans un premier temps, avec des belles découvertes, franchement, des auteurs des sciences humaines et sociales. Je vous le dis. Vous pouvez lire peut-être des technologues qui vont vous expliquer comment c'est l'intelligence artificielle. Très bien, on fait de l'apologie, mais vous revenez donc à un auteur des sciences humaines et sociales, bien vous avez donc, c'est beaucoup plus posé, il y a du sens, vous comprenez, vous savez que donc vous ne serez pas dupe, il faut bien le dire quand même, et vous saurez affecter du sens. Et c'est ça qui est le plus important. C'est vraiment affecter du sens, c'est construire du sens. C'est de ne pas être un peu dans l'ubiquitaire, être ici, ailleurs, avoir 10 millions de personnes, suivre des millions de... Donc tout, vraiment, si vous voulez, un peu cette bulle dans laquelle on se retrouve et qui nous fait perdre finalement, pas seulement la boussole, mais la raison d'être. Donc c'est le savoir, c'est la connaissance. Et encore une fois, donc, dans le domaine des sciences humaines et sociales, il est très important que ces questions se posent, non plus dans cette espèce de déferlance à la fois de marketing, de l'apologie, mais quand même dans le questionnement. Et c'est l'humain, c'est-à-dire c'est la position, je ne dirais pas posture, de l'humain. Rappelez-vous bien quand même le siècle des Lumières, il a réussi à repositionner l'homme, l'être humain, si vous voulez, au centre du cosmos. C'est un bouleversement pour comprendre finalement le rapport à l'autre, le rapport au monde, le rapport à la mort, le rapport à beaucoup de choses en tout cas, qui sont finalement des questions récurrentes depuis le début, depuis que le monde est monde, comme on dit. Alors, petit à petit, donc, voilà, il y a des auteurs qui commencent un peu à imbiber ces technologies de culture, de pratiques lettrées, de sens, qui questionnent, qui répondent, qui comprennent, avec évidemment toujours des percées, des ruptures, et on retrouve finalement, si vous voulez, donc une écriture qui nous ramène aux disciplines. Hein, parce que quand même, dans le numérique et dans l'informatique, il y a du langage. Et on a vu avec... M. Plantin, au début, donc, cette question de l'argumentation, de l'émotion, eh bien, on s'y retrouve avec les mêmes outils d'intelligibilité, peut-être dans un discours qui n'est pas forcément médiatisé, mais qui est médié, mais on peut exactement mobiliser les mêmes outils d'intelligibilité pour comprendre, si vous voulez, aujourd'hui, à quoi on a affaire. Est-ce que c'est une écriture automatisée ou bien une écriture humaine? Il y a possibilité de le savoir. Et donc, je vais aller un peu vite, le topic d'humanisme ou bien les humanités numériques. Rapidement. Et c'est ça aussi un peu l'importance donc des notions, c'est ça l'importance des concepts. C'est qu'on arrive à un moment donné à structurer autour de pratiques, de réalités, si vous voulez, donc des concepts pour nommer, pour rendre visible, clair, intelligible. Hein. Les humanités numériques, si vous voulez, c'est l'ensemble des productions qui impliquent à la fois, alors j'ai un schéma, c'est encore plus rapide, les sciences humaines, les sciences sociales et les sciences et techniques de l'information, de la communication. C'est la jonction des trois. J'ai parlé tout à l'heure de
de, si vous voulez, l'intégration des formats d'écriture, de lecture et visuel. Et donc, c'est la production. C'est-à-dire un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, les universitaires à un moment donné, aidés par des ingénieurs qui étaient plutôt des ingénieurs informaticiens, ils construisent de nouveaux, si vous voulez, corpus. Mais des corpus qu'on voyait à l'époque peut-être dans ce qu'on appelle les didacticiels, dans des CD. Aujourd'hui, ils sont tout simplement en ligne. Alors, bascule bien sûr du modèle, donc du logiciel matériel au modèle numérique. Bien sûr, il y a une espèce de virtualisation. Mais on commence à avoir un ensemble de productions qui intègrent les trois formats, avec la vidéo, avec aussi l'interaction, avec aussi la possibilité de créer, d'innover, de transformer. Tout ça est devenu finalement, si vous voulez, donc des éléments de savoir lire et de savoir écrire numérique. Petit à petit aussi, on a, si vous voulez, on voit s'installer des, je ne sais pas comment on peut les appeler, alors là c'est les linguistes et les morphosyntaxiens, etc., qui vont devoir nous dire quelle est la nature, par exemple, du hashtag, ou bien de l'arrobase dans une phrase. Est-ce que c'est un adjectif, ou bien c'est un adverbe, ou c'est un ad, je ne sais quoi, un ad algorithme, ou bien un algorithme, etc. Hein? Sachez quand même qu'aujourd'hui on parle de l'algolittératie. Hein? Oui, exactement, oui. Donc, c'est aussi une manière, finalement, comme je dis, parce que c'est la pratique qui permet par la suite aussi donc, de susciter la réflexion. Il faut prendre en charge quand même ces questions. C'est pourquoi, donc, au lieu de rester sur des sujets un peu transversaux, il faut quand même descendre à la pratique. Je vais parler tout à l'heure de cette question-là. Tout à l'heure. Non, dans les débats, t'inquiète pas. J'en viens à cette espèce de translittératie numérique. Alors, il ne faut pas avoir peur des mots, surtout, alors, les sciences humaines et sociales, je pense, c'est peut-être notre tasse de thé ou bien de café, ça dépend de quel côté on se penche, thé à la menthe ou bien thé, etc. Ben, la translittératie numérique intègre finalement les différents formats, les différentes compétences. Ça veut dire le savoir médiatique, le savoir informatique, le savoir lettré. Bref, toutes ces compétences qui nous permettent d'être à jour à la fois dans l'utilisation, ça veut dire produire, d'accord, mais produire dans les normes de la culture numérique. Et c'est le problème de la culture numérique, parce que, si vous voulez, la culture numérique pose quand même des éléments de rupture, même sur le plan juridique. Par exemple, la notion de l'octorialité, il se pose. Vous publiez un roman en ligne, il ne vous appartient pas, parce qu'il appartient à la plateforme qui a donc contracté avec vous la publication. On parle d'ailleurs de l'éditorial et d'autres editoring. Voilà. C'est la fatigue. Et donc, il y a aussi ça, il y a aussi la question de la transformation, parce que la transformation, c'est aussi une manière d'écrire numérique. Je prends votre texte, je le transforme, il m'appartient. Le fait de rajouter, d'enlever, etc. Donc, il y a l'écriture fragmentaire, qui est aussi, si vous voulez, donc un des traits de l'écriture numérique. Rappelez-vous bien, je vous donne un exemple qui s'est passé dans le domaine de l'art, essentiellement celui de la chanson. À un moment donné, les plateformes, ils ont acheté les albums des chanteurs. Mais quand ils les ont achetés, ils les ont mis dans la base de données, et après, qu'est-ce qu'ils proposaient aux utilisateurs? Ce n'est plus des albums, mais vous pouvez écouter une chanson, ou bien la moitié de la chanson, ou bien un tiers, ou bien le début, et vous pouvez vous en servir comme vous voulez. C'est ça le modèle numérique. C'est ça les technologies. Ça veut dire c'est un peu cette adéquation entre le besoin et l'offre ou bien la demande. D'accord ? Et ça, c'est justement pose la question du devenir, le savoir devenir. Alors,
encore une fois, malheureusement, la pratique nous obnubile, nous attire, nous stimule, nous simule, tout ce que vous voulez, mais il faut qu'à un moment donné, quand même, que le savoir soit des nôtres pour qu'il puisse justement le donner du sens. Et c'est là où il y a tout un versant très important, celui donc de digital humanities, c'est-à-dire les humanités numériques. Il y a la notion donc de digital studies. C'est quelque chose de rassurant. D'abord pour moi, je pense aussi pour nous tous, sciences humaines et sociales, quand on entend digital, digital non, c'est au contraire. Mais plutôt qu'on entend studies, critique, analyse, ça nous rassure. Parce que ce sont ces outils qu'on mobilise. On n'a pas, si vous voulez, donc, on n'a pas de tube ni de rien du tout. On a tout simplement, si vous voulez, à la fois donc l'esprit, la psyché, beaucoup de choses en tout cas qu'on mobilise pour comprendre, prendre en charge donc les corpus d'études. Eh bien, le Digital Studies nous donne, si vous voulez, à la fois, il nous propose un modèle d'étude de ces corpus technologiques. Hein. C'est là où il y a la notion d'organologie du savoir. Et qu'est-ce que ça veut dire l'organologie du savoir? Rappelez-vous bien, j'avais dit que la transition de la connaissance et du savoir dans les plateformes fait que ce savoir et ces connaissances se transforment. Quand vous lancez quelque chose, celui qui va le recevoir ne va pas forcément le recevoir de la même manière, parce que l'algorithme, il joue. Plus vous lui proposez des choses, et plus il intervient pour le transformer. On parle des traces numériques, on parle des indices, etc. Ça, c'est tout simplement, si vous voulez, donc les plateformes qui sont devenues aussi un auteur. Hein. L'intelligence artificielle, ce sont les plateformes. D'accord ? Et l'organologie du savoir, elle combine justement les deux intelligences. Ça veut dire ce savoir qui est produit par la raison, donc l'humain, et celle qui est produite aussi par les plateformes. Ça forme un organe. Il y a un organe, donc c'est comme si vous voulez le cerveau, donc l'intelligence humaine qui produit le savoir, mais aussi l'intelligence artificielle, le cerveau, la mémoire, etc., qui le transforme. Parce qu'il y a cette espèce d'encodage, décodage qui fait que ce n'est plus le même savoir, ce n'est plus la même connaissance. Eh bien, quelqu'un qui va travailler sur les plateformes, réseaux sociaux, ou bien les plateformes, ce qu'on appelle aujourd'hui les technologies du savoir, ou bien les smart technologies, etc., il faut quand même qu'il fasse plus, si vous voulez, d'efforts pour comprendre justement le code. Il faut qu'il fasse plus d'efforts aussi pour comprendre comment fonctionne un algorithme. Non pas, si vous voulez, pour qu'il soit lui-même technologue, non, mais juste pour qu'il sache comment l'algorithme manipule aussi la connaissance et le savoir. Alors moi, je suis rassuré parce que je me suis entouré par des doctorants qui ont chacun une compétence dans ce domaine. Donc, je reste toujours littéraire et je suis vraiment beaucoup plus rassuré quand je suis littéraire qu'autre chose. Et avec ces étudiants, à chaque fois, on avance sur, si vous voulez, ces dimensions. Et aujourd'hui, avec Sena El-Jamili, qui est là d'ailleurs, on est en train de travailler sur la mesure de l'algorithme. C'est-à-dire cette plateforme, il y a un montage de la plateforme avec quand même un programme qui est affecté à l'algorithme pour voir est-ce que la mesurabilité de l'algorithme peut affecter, si vous voulez, donc là, tout le travail qui va se faire sur la plateforme. Et l'imbrication des deux donne justement, si vous voulez, cette dimension d'organologie du savoir. Alors je vais passer à l'avant-dernier slide. Voilà, c'est l'avant-dernier, promis. Il reste 3 secondes. Donc, c'est là où la notion de la transdisciplinarité elle est très importante. Heureusement qu'elle ne date pas des technologies. Il y a un livre d'ailleurs, un ouvrage critique, un ouvrage collectif,
qui est publié par Gaston Pinault, qui s'appelle justement La transdisciplinarité, qui rejoint Edgar Morin, dans tout le travail qu'il a fait depuis déjà des dizaines d'années sur la complexité à la fois de la réalité et aussi donc de la réflexion, hein, pour qu'il y ait osmose, pour qu'il y ait un continuum entre les deux, pour tout simplement comprendre, analyser, apprendre aussi donc sur l'environnement. Eh bien, cette transdisciplinarité, je donne la définition qui date de 2005. Hein, se situe comme la crête d'un mouvement de liaison entre les disciplines s'ouvrant à travers elles à un au-delà possible, ou plutôt un au-delà transverse, un au-delà, pardon, oui, à des au-delà possibles. Donc, il faudra mobiliser une épistémologie transversale et multiréférentielle. C'est ce qu'on a dit. Il ne faut pas avoir peur vraiment de choses. Sciences humaines, sciences sociales, sciences et techniques de l'information, de la communication, tout ce capital pratique que nous avons, il faut maintenant évidemment le transformer en compétences translittéraciques. Ça veut dire que tout simplement, il faut apprendre. On est arrivé à un stade d'alpha-numérisation. Je me rappelle encore en 2010, j'étais dans un colloque à Rabat à la FSE, j'ai parlé de ça. Tout le monde me regardait de travers en me disant non, mais les technologies, c'est le plagiat. Et oui, j'ai dit très bien, oui, mais c'est pas ça le problème. Le plagiat a toujours existé, mais c'est que comment on doit, nous, utiliser ces technologies et comment on doit aussi accompagner les étudiants à utiliser les technologies. Aujourd'hui, malheureusement, on a vraiment toutes ces, si vous voulez, donc, ces années d'absence qui font que on n'arrive pas encore à avoir le dessus sur l'évolution technologique. À la transdisciplinarité, il y a la notion de la fonctionnomie. Alors, je n'ai pas parlé de l'entropie. L'entropie, j'en ai parlé, mais je ne l'ai pas nommé. C'est le passage, comme j'ai dit, la connaissance et le savoir qui passe par les plateformes perd, si vous voulez, cette énergie épistémique. Regardez bien. Beaucoup, par exemple, vous donnent des définitions sans qu'il y ait une assise théorique, sans qu'il y ait un sourcing. Ils ne vous donnent pas de la source. Ils s'accaparent donc de la connaissance et du savoir comme une donnée, parce que les plateformes se servent de tout comme des données. Et c'est justement, ce sont tout ce qui transite par les plateformes, ce sont des données, parce qu'ils sont tout simplement combinés dans une espèce de calcul combinatoire, qui fait qu'on vous remet ça sans qu'il y ait forcément l'auteur, sans qu'il y ait la source, et du coup, évidemment, sans qu'il y ait aussi tout l'assise qui légitime un peu cette connaissance. Et donc, dans la revue Digital Studies, il y a cette notion de fonctionnomie. La fonctionnomie, qu'est-ce que c'est? Alors, je donne la définition. C'est l'art de connaître l'énergie des fonctions. C'est-à-dire donc que chaque chose a son énergie, comme si on voulait par exemple le cerveau, ou bien le cœur, ou bien un autre organe. C'est de reconnaître par l'examen de l'extérieur du corps le volume de l'énergie des organes. Qu'est-ce qu'on impute au cerveau par exemple comme énergie déjà, avant qu'il ne transite par le corps, ça veut dire par la plateforme. C'est connaître, c'est très important de connaître justement ce savoir épistémique, ce qui lui a donné naissance, ce que lui a donné cette légitimité, donc avec bien sûr aussi la reconnaissance et la validation de la communauté, etc. C'est de reconnaître l'état de tous les organes et leurs fonctions. Et donc la fonctionnomie ne se limite pas uniquement à cette connaissance de l'organe lui-même, ça c'est primordial, mais c'est aussi le connaître dans son interaction avec tous les organes qui composent finalement, si vous voulez, donc le corps. Le corps ici, c'est la plateforme. Je vous donne un exemple, c'est beaucoup plus peut-être clair. Bon, je force un peu, c'est beaucoup clair, peut-être pas, mais c'est ça l'organologie du savoir ou bien de la fonctionnomie. Vous avez ça par deux moyens. Soit par ce qu'on appelle les outils de data analysis, ça veut dire donc les outils d'analyse des données, soit vous l'avez par un clic droit. C'est-à-dire vous allez par exemple sur n'importe quel support, n'importe quel texte, n'importe quelle production,
Vous cliquez droit et vous avez une espèce, vous générez tout simplement un langage. C'est le langage, c'est le code, c'est le HTML, c'est, si vous voulez. Et il faut qu'on sache, nous, alors moi littéraire, et donc chacun aussi selon sa spécialité, il faut savoir lire un peu ce langage. Parce que si on se limite uniquement à la partie, si vous voulez, donc visible de l'écran, eh bien, on va perdre finalement cette fonctionnomie, ça veut dire cette énergie qui se trouve à l'intérieur. Et au lieu de parler d'un phénomène dans sa totalité, on va malheureusement parler tout simplement d'une partie. Hein, et cette partie, c'est un peu la partie visible de l'iceberg, alors que le reste, quand même, il est très important. Hein. Donc l'entropie, contre, si vous voulez, l'antidote de l'entropie, c'est justement c'est la fonctionnomie. Hein. Et c'est évidemment tout un travail qu'on doit faire par la suite pour qu'on puisse justement, dorénavant, si on veut travailler sur des questions du numérique, des technologies, il faut quand même travailler sur des corpus constitués. Il faut arrêter de travailler sur la technologie, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'école, etc. Non, ça c'est... D'ailleurs, beaucoup de sujets, même des sujets de thèse et des articles, malheureusement, qui portent leur propre négation. C'est-à-dire, on veut travailler sur quelque chose et on finit par se dire non, ça n'existe pas. Finalement, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc, c'est finalement la négation du sujet. C'est comme si quelqu'un a fait tout le tour finalement d'une question creuse. En littérature, on peut. D'ailleurs, il y a un écrivain qui s'appelle Marcel Binabo qui a écrit un roman très intéressant avec les techniques de l'Olipo, c'est-à-dire donc on écrit avec un rythme quotidien, qui a écrit « Pourquoi je n'ai pas écrit aucun de mes livres ?» Regardez, la négation, et il a donné naissance à un roman, donc ça c'est permis. Merci de votre attention. Merci, cher conférencier. Donc, c'est Mokhtar Mouhal. Alors, avant donc de commencer, j'ai posé tout à l'heure la question à Mokhtar. Je lui ai dit quelle est l'enveloppe temps, l'enveloppe horaire qu'il vous faudrait pour votre présentation. Donc, je lui ai laissé le choix. Il m'a dit entre 30 et 35 minutes. Et c'est pour ça, justement, quand je t'ai signalé le temps, je t'ai signalé l'enveloppe que tu as demandé. Donc, c'est 30 minutes. Donc, il a cru qu'il lui restait encore 30 minutes. Parce que je savais très bien que quand c'est Mouhal part dans sa réflexion, il est un peu difficile donc de l'arrêter. Et ce n'est pas justement parce qu'on s'ennuie en sa compagnie, mais c'est juste parce qu'on a l'impératif du temps. Et quand tu disais qu'il reste le dernier slide, c'est pas en termes de quantité avec toi, c'est plutôt en termes de qualité. Donc, je sais qu'un slide, tu peux en faire 1 heure. Merci donc, cher Mokhtar. Bien sûr, je reviendrai rapidement vers la salle, mais puisque on m'a attribué donc la tâche de discuter un peu avec toi, c'est l'occasion aussi, puisque nous avons l'habitude de le faire peut-être un petit peu entre nous. Donc, je voudrais un peu revenir avec toi. Donc, je salue d'abord la qualité de ton propos, la qualité de la présentation, comme à l'accoutumée, donc très très riche, avec une superposition des concepts, la mise et la remise en question. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est surtout ces dichotomies justement par lesquelles tu procèdes à analyser. Donc c'est un travail chirurgical très pointu, très approfondi, à l'aide justement d'un esprit critique très développé que je connais très bien chez toi. Bien sûr, aujourd'hui, par exemple, tu nous as parlé de organologie, je pense, du savoir, n'est-ce pas? Et c'est sans... Bien sûr, ceci me rappelle personnellement, parce que j'allais en parler, c'est cette archéologie du savoir, c'est ce que tu as aussi essayé de faire un petit peu en filigrane aujourd'hui. Donc on passe de cette archéologie du savoir et de cet auteur que tu as suscité ou mobilisé à plusieurs reprises, notamment en parlant de folie, parce que le terme raison est venu à plusieurs fois dans ta bouche, et bien sûr, puisqu'on est dans les dichotomies, peut-être de l'autre côté ou à l'opposé, donc de la raison, il y a la folie, hein, mais pas la folie au sens de trouble mental, mais plutôt la folie au sens foucaultien, c'est-à-dire cette espèce d'individu qui se situe à la marge
ou à la périphérie justement du centre pour nous rappeler peut-être non pas la raison mais le raisonnement. Parce qu'il y a raison et raisonnement, et donc c'est une nouvelle ou c'est une invitation à raisonner, donc à faire appel à la raison et à appliquer la raison aujourd'hui dans notre exercice, dans notre pratique, dans notre utilisation du numérique. Et cet appel à la raison, bien sûr, il ne peut pas se faire sans émotion, puisque avec le temps, nous avons compris que la raison et l'émotion n'étaient pas deux opposés, mais au contraire deux étages de la même chose. Et la raison et l'émotion qui ne se situent pas au même niveau, mais qui peut-être l'une mène vers l'autre et l'autre complète l'une. Donc, c'est dire à quel point justement c'est un travail très, je dirais, tarabiscoté d'un côté, mais en même temps un travail très précis, très pointu. Donc, finalement, pour remettre un petit peu ou pour ramener ton propos à la thématique du colloque, finalement, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas vraiment de rupture, mais il y a transition dans le sens où on passe d'une ère à une autre, et avec le mot ou avec la définition première de la trans qui veut dire liaison d'abord, lien, mais ce lien doit être conscient, doit être fait sciemment, c'est-à-dire en remettant et en revisitant les différents aspects du phénomène qu'on est en train d'étudier, donc sans le survoler. Donc il faut en creuser le sous-sol avant d'aller transiter vers autre chose. Beaucoup de questions, beaucoup de points. Par où commencer? Donc j'ai beaucoup aimé justement comment tu as joué avec le mot, parce que la langue aussi, c'est un support très très important, et heureusement donc nous avons cette langue française qui permet certaines choses, comme par exemple fusion, confusion, devenir, advenir, souvenir et souvenance. Donc ce sont là des clés qui pourraient nous donner justement une assise très confortable pour pouvoir pénétrer. Donc je parle de fertilisation, je parle aussi de pénétration. Et ce monde numérique, justement, tu as posé la question de l'hashtag. Donc quelle est sa catégorie grammaticale aujourd'hui? Donc on est vraiment dans la recherche d'un discours grammatical aussi et agrammatical. Donc agrammatical. Oui, je l'ai éteint sans faire exprès. Peut-être aussi donc cette grammatologie de Derrida qui va nous permettre aussi de pénétrer donc dans ce nouveau langage lié au numérique, et finalement ce numérique recomposé, revisité. Une question avant de donner la parole donc à l'audience. À travers ton... Déjà, quelle est la motivation? Quelle est la motivation principale qui te pousse justement à revisiter toutes ces notions, cher Mkhtar? Et finalement, je ne veux pas te poser la question est-ce que tu es pessimiste ou optimiste, parce que la question elle est vraiment au-delà. Mais est-ce que tu ne crois pas vraiment que peut-être je vais être un peu provocateur, est-ce que tu ne crois pas que les sciences humaines et les sciences sociales sont un petit peu en retard par rapport à ce qui se fait, et ce qui se fait notamment dans le domaine du digital et du numérique, et finalement, nous essayons peut-être, à travers les sciences sociales et humaines, nous essayons de cacher peut-être ce retard en disant oui, c'est une quête de sens, c'est une quête de construction commune, alors que les ingénieurs, justement, les algorithmes, donc la technologie ne nous attend pas, parce que tu l'as, à juste titre, tu l'as dit. Donc, on est vraiment passé d'une ère, si vous voulez, donc la transition, encore une fois, donc du moderne au post-moderne, donc où dans modernité il y a mode, et dans mode il y a vague, et donc la modernité a horreur du vieux, et elle est toujours à l'affût de tout ce qui est nouveau, et peut-être ce qui est nouveau aujourd'hui ne le sera plus demain, et donc on est vraiment dans cette quête perpétuelle, rapprochée, avec une fréquence et une intensité de plus en plus présente. Est-ce que tu ne crois pas que finalement les sciences humaines, dans leur recherche de sens, dans leur quête de sens, ils vont accuser tout le temps un retard par rapport aux sciences
dur et pur, et surtout avec le numérique. Et peut-être, il faudrait peut-être aussi mettre à niveau donc les sciences sociales et humaines avec cette épistémologie multiple, plurielle, hein, pour essayer justement de ne plus courir après ces sciences, mais d'être complètement en harmonie avec, et de ne pas justement les montrer comme quelque chose qui peut-être fait peur, parce qu'on a toujours peur de ce qu'on ignore, mais peut-être passer justement à cette littératie numérique avec plus de conscience, avec plus de maturité. Merci. Tu n'es pas alter ego pour rien, hein, finalement. Alors, j'ai commencé par dire, au fait, la raison pourquoi j'ai choisi, au fait, cette thématique. Encore une fois, vraiment, il n'y a pas de cohérence, si vous voulez. C'est vraiment si vous voulez, un peu des balises pour montrer à la fois, qui vient d'un souci d'abord, comme j'ai dit, d'universitaire, d'abord en tant qu'étudiant à un moment donné, et puis par la suite comme encadrant, etc. Et puis un constat qu'il y a des sujets qui traitent un peu ces technologies, mais qui les effleurent à peine, sans pour autant vraiment rentrer dans le vif du sujet, et en mobilisant à la fois la bibliographie, c'est-à-dire donc des auteurs qui ont percé quand même. Aujourd'hui, on a toute une bibliographie qui aborde ces questions. Et puis aussi, comme j'ai dit, ces derniers jours, peut-être partager aussi une question, donc un vécu expérience, une espèce de retour d'expérience, bien sûr, modestie mise à part, et de dire comment, finalement, je me suis intéressé à ces questions de numérique, non pas en tant que pratique, mais vraiment en tant que savoir. Et de dire aussi qu'à un moment donné, on se retrouve, et je pense que certainement la question a peut-être interpellé beaucoup de nous, c'est qu'on se dit, mais finalement, j'ai un cursus en tel, et aujourd'hui, qu'est-ce que j'en vais en faire? Eh bien, il faut savoir, comme je l'avais signalé tout à l'heure, que même les technologues puristes appellent aujourd'hui à renforcer les curricula avec de la philosophie, avec de la littérature, etc. Tout ce qui permet finalement à conserver encore la raison. Aujourd'hui, il faut le dire, on le sait avec mes collègues, Mme Maroufi peut d'ailleurs en témoigner, les sujets de thèse qui sont proposés, malheureusement, de la littérature, il faut vraiment chercher à la loupe. Et entre 10 ans, on n'a plus vraiment ces sujets. D'accord ? Et l'université a ce devoir quand même de rester quand même une référence à notre société. Et nous, donc, qui passons par là, il faut qu'on soit un peu garant de cette souveraineté qui permet de dire, mais finalement, attention, oui, très bien, c'est vrai qu'il y a des réformes, on nous dit non, mais aujourd'hui, c'est le digital, très bien, il y a personne qui dit non. Mais quand même, garder un peu ce qui marque la souveraineté de l'humain, c'est la raison. Le passage de l'oral à l'écrit, donc aujourd'hui, pour nous, c'est quelque chose qui est naturel, mais parce qu'on a quand même assimiler l'écriture au savoir, à la connaissance. Eh bien, il faut quand même que ces technologies, il faut les raisonner. C'est par la connaissance et le savoir. Donc, ça c'est la raison. Alors, je ne peux pas dire que je suis ni pessimiste ni optimiste parce que je ne suis pas dans la subjectivation, mais je dis tout simplement qu'il faut qu'on s'y mette. Moi, ma démarche, bien ma réponse, c'est que, comme je l'ai dit, je me suis entouré d'un ensemble d'étudiants depuis déjà 7-8 ans. Et avec eux, j'essaie donc de traiter des questions. Alors, ce que je peux faire, je le fais, mais ce que je ne sais pas faire, je me fais aider. Et jusqu'à maintenant, donc, je suis content du résultat parce que j'arrive au moins à savoir qu'on est vraiment très en retard. Et donc, quand on est en retard et on est conscient d'être en retard, bon, ça vous rassure. Mais le problème, c'est que quand vous êtes en retard et vous ne le savez pas, vous allez vous ramasser une porte à un moment donné. Merci. Oui. Merci, c'est en retard.